presbytère qui est intéressant, qui est resté dans son jus. Et c'est vrai que les conseillers souhaitaient que ce bâtiment soit respecté. Voilà, ça c'était un point fort. Et c'était quelque chose que pouvait nous proposer un chantier d'insertion. Et puis, autre chose aussi qui a été primordial dans cette orientation, c'était le souci de l'emploi dans notre bassin de vie, de la jeunesse, de la formation. Et là, tout d'un coup, on avait la possibilité, grâce aux services de l'État et des outils qui nous étaient proposés, d'englober dans un seul projet tout ça. C'est un chantier d'insertion, mais il a la particularité d'avoir pris une orientation très très forte sur l'éco-construction et donc la mobilisation de techniques expérimentales avec le travail notamment de la terre, sur les enduits, sur les isolants, etc. Donc des techniques qui au jour d'aujourd'hui, même si elles existent un peu sur notre territoire bas-normand, ne sont pas développées de manière aussi importante. Et donc les tests, notamment dans la rénovation, pour répondre aux enjeux de la réglementation nouvelle en termes d'efficacité énergétique des bâtiments, continuent à être une recherche. Autant dans le neuf, ça ne pose pas de problème, autant dans la rénovation, on a besoin d'expérimenter, de tester des dosages, de tester des matériaux en situation. Et Vaudeloge est un très bon exemple de ce travail-là et de cette expérimentation-là. Au niveau de la DAFCO, on a un engagement autour du développement durable et des enjeux du développement durable dans l'ensemble des actions de formation qui sont développées, mais aussi au niveau de l'organisation. Nous avons à ce titre-là notamment signé une convention, une charte avec le Conseil régional pour répondre à ces enjeux-là. Donc on a aussi voilà, je dirais un contexte des partenaires financeurs qui nous amènent à réfléchir et nous engager et avancer sur ce sujet-là. Maintenant, le développement durable, il y a une des dimensions qui touche tout ce qui est en fait le social. Et un peu naturellement, je dirais, les convictions et les valeurs que porte le réseau des Greta autour de l'équité, autour de l'accès au plus grand nombre à la formation, permettent que la majorité des personnes puissent être dans un développement de parcours qui fasse aussi qu'ils développent des compétences et aboutissent en fait à s'insérer socialement, professionnellement, personnellement. Le champ de la formation et notamment de la formation du bâtiment répond à ces engagements-là et tout l'axe autour du développement durable et je dirais traverse à mon avis les valeurs portées par le réseau des Greta au jour d'aujourd'hui. On a un suivi plus fort, on a une mise en pratique sur le terrain. On est vraiment dans la réalité, dans la mise en pratique et dans le concret. Donc ici, avoir le temps de se poser, avoir le temps de réfléchir, avoir le temps d'échanger avec tous les intervenants ici, que ce soit les formateurs techniques, les formateurs plus généraux, les personnels de la mairie, ça c'est une vraie plus-value et c'est quelque chose qui est spécifique sur ce chantier. Et puis il y a aussi le fait que, contrairement à d'autres dispositifs de travail sur le projet ou d'insertion professionnelle, là on peut s'appuyer sur quelque chose de concret. On peut s'appuyer sur des techniques qu'ils mettent en pratique tous les jours, on peut s'appuyer sur des compétences qu'ils sont en train d'acquérir. On est bien au-delà d'aller chercher des fiches théoriques, on n'est pas dans la représentation, on est dans le faire. Ça permet aux salariés de savoir exactement ce dont ils parlent, ce dont ils sont capables, quels sont les points forts. Ça leur permet éventuellement aussi de travailler leurs points faibles puisqu'ils sont sur le chantier depuis plusieurs semaines et plusieurs jours par semaine. Donc ils peuvent aussi voir qu'ils sont en capacité d'évoluer, qu'ils sont en capacité d'apprendre des nouvelles choses, de les mettre en pratique.
Et ils peuvent s'appuyer sur une réelle expérience. C'est une réelle expérience. J'interviens plutôt comme un chef d'orchestre, moi. Je leur montre comment faire, ce qu'il faut faire. Une personne ressource, s'ils ont besoin de moi, ils viennent me demander conseil. Donc c'est eux qui refont aussi comment je pourrais dire, qui développent la théorie mise en place. Parce qu'en fait, là, il y a des peintres, il y a des plombiers, et chacun, le peintre est intervenu, la personne qui est venue avec ses compétences de peintre, est passée à la enduit, taille de pierre, pose de cloison. Vraiment, il y a des compétences énormes qui sont développées par chacun. Dans un centre de formation X ou Y, les gens suivent un référentiel. Il faut monter un mur avec un retour d'angle et puis on progresse pour aller vers l'obtention d'un titre. Et là c'est pas ça du tout, là c'est un chantier. Parce que là, ils sont en situation réelle, contrairement à un centre de formation où tu montes ton mur, une fois qu'il est fait, qu'il a été noté, tu prends la masse et tu recasses tout. Là, dans 50 ou je sais pas, années, il sera toujours là, quoi. Sur ce chantier-là, il y a vraiment un bon esprit de camaraderie. Enfin, on est vraiment entre collègues. On n'est pas. J'ai pas l'impression d'être avec des professeurs ou des enseignants. Je suis vraiment avec des collègues ou avec un chef de chantier, quoi. Quand je suis arrivé, j'étais dans le flou. Je connaissais personne. Non, enfin, dès le premier jour ici, voilà, tout le monde s'est bien entendu. Il n'y a pas eu de problème. Je connaissais pas du tout les méthodes là qu'on applique. Parce que, à part, si j'en ai déjà entendu parler, donc les enduits torchis, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment l'occasion de pouvoir travailler avec des matières comme ça. Puis c'est vrai que j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire autant de choses avec de la chaux, du sable ou de la terre. Les matériaux, ça coûte cher et c'est des matériaux qui coûtent quand même leur prix, mais qui coûtent quand même 10 fois moins cher que certains autres matériaux. Donc c'est vrai qu'en regardant l'aspect financier, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. On a décidé en fait de travailler sur une réflexion pour le rénover en misant sur les matériaux locaux et en travaillant sur un maximum sur l'éco-construction et aussi sur innover sur certaines techniques. Mais vraiment l'objectif c'était avant tout d'essayer de travailler un maximum avec les produits locaux, ce qu'on pouvait trouver sur place. Au départ, donc l'objectif c'était vraiment de le réhabiliter avec les matériaux locaux, avec des techniques déjà connues anciennement, mais pas tout à fait sous la forme sous laquelle on l'a employé, ou des techniques qui sont en vogue dans l'éco-construction, mais qui ne se pratiquent pas beaucoup, et donc on n'a pas beaucoup de recul ni d'expérience là-dessus. Tout ce qu'on allait démonter, on a essayé de le récupérer et de voir comment on allait pouvoir le réemployer au fur et à mesure à l'intérieur du bâtiment. Donc ce qui donne lieu à des techniques. Pour citer les plus grandes techniques qui ont été employées, on a de l'isolation qui a été faite avec des bottes de paille sur une partie de la maison, donc dans les greniers, où là il a fallu chercher plein de petites solutions pour éviter la condensation, éviter à l'air de passer, que ce soit étanche à l'air, éviter les rongeurs, et puis que ça soit durable dans le temps, qu'il n'y ait pas de surchauffe dans les greniers, etc. Pour moi c'est expérimental, pour les stagiaires c'était expérimental. On s'est aperçu que voilà, ce qu'on nous donnait en magasin ne fonctionnait pas tout à fait sur le chantier pour diverses raisons qu'on ne maîtrise pas, et dans le bâtiment c'est de toute façon souvent comme ça. Les petites choses aussi, ça a été le travail avec l'électricien, parce que l'électricien lui il a des fournitures pour mettre dans le placo, mais des fournitures pour mettre dans des cloisons terre-paille il n'a pas. Donc avec lui il a fallu faire des petits essais aussi pour que ces boîtiers tiennent bien dans des cloisons minces qu'on faisait en terre-paille, donc qui n'ont pas la même solidité que d'autres matériaux. Et donc là, il a fallu aussi faire 2-3 petits essais, puis réfléchir à comment on pouvait mettre ça en œuvre pour que ça soit facile à mettre en œuvre, hein, parce que le souci c'est ça, c'est que la technique, il faut qu'elle soit facile à mettre en œuvre, qu'elle puisse se répéter régulièrement. Si la technique est compliquée, on sait qu'elle ne marchera pas dans le temps. C'est la terre du village qu'on a récupérée dans le village, qui était suffisamment argileuse pour être employée. Donc du coup, la constitution d'un enduit comme ça sur un mur en pierre, c'est à peu près 6 cm d'épaisseur d'un enduit où il y a beaucoup plus de lin que de terre. Là on est sur 1,5 fois de lin, 1,5 fois à 2 fois de lin par rapport à la terre. Voilà, le choix du lin, c'est parce qu'il y a une linière à côté.
Et ça nous a permis d'avoir du lin pas cher du tout. Sur cet enduit-là, en fait, après 6 cm, il va y avoir un enduit beaucoup plus... à base de terre, mais avec beaucoup moins de lin, qui va être plutôt une petite paroi de masse, un petit centimètre avec très peu de lin dedans, juste pour le mailler, pour pas qu'il fissure, mais qui va permettre du coup de faire masse, c'est-à-dire quand la pièce sera chauffée, c'est aussi une paroi qui, côté intérieur, va garder un maximum la chaleur et la restituer lentement. C'est fait en plusieurs couches. Avec en général une couche en dessous qui est beaucoup plus terreuse, qui sert de gothi, d'accroche. Et puis après, on va balancer en 2 passes, 3 passes, cet enduit très léger à la terre. Une fois qu'il est bien sec, en fait, on va refaire une couche de masse, donc là, qui va d'abord redresser l'ensemble du mur, parce que c'est pas toujours facile à dresser quand il a la fibre, et puis qui va faire le mur de masse. Et une fois que le mur sera bien dressé, on pourra faire une toute petite couche très mince. Donc là, dans cette pièce-là, ce qui a été choisi, c'est de faire un enduit terre. C'est-à-dire la passe de finition, ça sera un enduit uniquement à base de terre et de sable qu'on va lisser sur la paroi pour faire une finition. Et ça lui donnera en plus sa couleur. Les temps de séchage là, peuvent être très longs. Par exemple, on en a fait cet hiver ici. L'hiver, c'est très dur à faire sécher. Ça peut mettre plusieurs mois à sécher. Là, avec le temps qu'on a en ce moment, comme il fait très chaud, quand il l'étale, en général, on compte une semaine après, l'enduit est pratiquement sec. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est sec au cœur, c'est-à-dire quand on creuse à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il est encore un peu humide. Il va peut-être mettre 1 ou 2 mois avant de sécher complètement. Et donc là, on est sur une technique de cloison derrière l'enduit qu'on a ici. On a une ossature bois, c'est simplement des chevrons qui sont fixés verticalement, là avec un espacement de 30 cm. Qu'on a recouvert de chaque côté par un grillage de roseaux de Camargue, donc c'est du petit roseau qu'on voit ici. Là. Donc en fait on a une tige, un espace à chaque fois. Ça c'était agrafé sur les chevrons. Le tout, alors à l'intérieur de ces 2 grillages qui sont de 2 côtés de la paroi, on a rempli simplement de la paille qui est trempée dans une boue. Pour que l'enduit soit extrêmement résistant quand on tape dedans comme ça, s'il était directement sur le terre-paille, on aurait pu le faire sur le terre-paille, mais il aurait été fragile au niveau du bois, des chevrons. Donc pour éviter tout ça, en fait, le roseau va nous faire comme un grillage où on va pouvoir accrocher l'enduit, et l'enduit va être accroché sur le grillage. Même si l'enduit va aussi se prendre dans le terre-paille, puisque quand on fait le terre-paille, il y a toujours des brins de paille qui dépassent partout. On est sur des murs différents, mais les deux seront traités finalement à la finition de la même manière. Donc ce sera un enduit avec de la chaux, avec de la terre et du sable. Donc la technique qui a été employée dans ce mur, donc, qui est directement lié avec l'extérieur, on est aussi sur, en dessous de cet enduit-là, on est sur un dégrossi terre-lin de forte épaisseur. Alors on est à peu près sur 7 cm, voire un peu plus sur le pignon, on est presque sur 10 cm d'épaisseur. Donc un enduit qui isole bien, avec une couche de finition qui est faite à la chaux aérienne. Donc c'est la chaux aérienne avec du sable. Donc, qui permet d'avoir une coquille dure, même si vous voyez, ça raille encore, parce que le problème de la chaux aérienne, c'est que ça met très longtemps à sécher. Donc ça va mettre plusieurs mois à durcir, à se calcifier. Par contre, c'est des enduits qui sont intéressants parce que des enduits extrêmement légers, donc on gagne aussi sur l'isolation. Et puis des enduits qui laissent les murs complètement respirer au niveau de l'humidité. C'est ce qui est intéressant, ces enduits-là. C'est-à-dire que ça renferme l'air, mais en même temps, l'humidité, elle, peut migrer lentement d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'elle va faire un équilibre, en fait. Ce mur-là, il va faire un équilibre. Pour les enduits terre ou même pour le badigeon, souvent les gens nous disent « oui, mais ça ne tient pas, quand on met la main dessus, ça s'en va ». En général, les enduits chaux aériennes, effectivement, sont plus fragiles. Après, tout est relatif. Dans une chambre, on ne joue pas au rugby, on ne joue pas au football, normalement. Comme les enduits terre qui sont de l'autre côté, en finition, ça peut paraître fragile comme ça, mais une fois qu'ils sont finis, bien lissés, etc., qu'ils auront bien durci, c'est des enduits qui sont suffisamment résistants pour une chambre. Quand on va venir fixer des choses dedans, on ne viendra pas avec la grosse perceuse burineuse pour taper dans le tas, pour mettre sa grosse cheville, etc. Donc il faudra prendre plus de précautions. Les anciens, ce qu'ils faisaient, c'était très simple, c'est qu'ils perçaient un trou, ils mettaient un morceau de bois dedans, une cheville en bois. Donc la cheville en bois était rentrée en force dans la terre et dans la chaux, et dans cette cheville en bois, on venait visser dedans. S'il y a un intérêt à croiser en fait, ce chantier un peu exemplaire
de mise en œuvre et d'expérimentation de techniques de l'éco-construction avec un projet que nous menons depuis maintenant plusieurs années, projet EcoFab, où en fait l'objet est de développer des techniques d'éco-construction en relation avec des partenaires anglais notamment, mais aussi en fait globalement 17 partenaires qui sont impliqués et localement et entre les deux pays. Donc il était intéressant ici de pouvoir apporter ce lien et de pouvoir apporter une ouverture à ce chantier d'insertion en apportant une contribution, ou en tout cas ce que pouvait apporter EcoFab pour les salariés qui ici travaillent sur ces techniques-là. Je sais que moi personnellement je serais assez intéressé pour partir dans une formation dans tout ce qui est éco-construction, donc c'est vrai que là tout ce qu'on a appris ça sert toujours. Mais c'est vrai qu'en plus c'est toujours comment je pourrais dire, bénéfique d'avoir ce genre d'expérience-là, surtout qu'en plus si par exemple si je dois repartir en maçonnerie, c'est toujours intéressant pour un petit artisan qui lui par exemple va arriver dans des restaurations, va lui demander de l'éco, ça peut intéresser. Sur la première année, 15 salariés ont intégré ce projet. On a eu donc 4 sorties en cours de chantier, 3 dites entre guillemets positives, un pour un emploi en CDI, une sortie pour une formation en vente, et puis une réorientation professionnelle et malheureusement un abandon. Et 3 autres personnes ont validé un projet professionnel. 2 dans le secteur du bâtiment et ont passé ou sont en cours de passer les tests pour intégrer une formation de maçon. Depuis la fin de la première année, d'autres salariés ont intégré le chantier et actuellement les projets sont bien engagés pour chacun d'entre eux.